Mélenchon écrit enfin sur le 10 septembre. Il nous a dit un peu son analyse et sa réaction. Alors évidemment, il est plutôt du côté des gens qui veulent, comme nous, tout bloquer parce qu'on ne veut plus. On l'a déjà dit longtemps, qu'en haut, il ne pouvait plus et qu'en bas, on ne veut plus. Et donc, on va analyser un petit peu sa réaction, qui a été donc posté sur son blog où il poste habituellement des notes de blog et où c'est toujours intéressant parce que c'est pas souvent médiatisé à la télé. En fait, c'est médiatisé que quand il y a moyen d'en faire, de tirer en épingle un truc pour le traiter d'antisémite ou je sais pas trop quoi, mais sinon, en fait, c'est pas médiatisé. Or, c'est quand même un fin analyste de la vie politique, Jean-Luc Mélenchon, et c'est le principal opposant à Macron. Même d'ailleurs, j'ai vu un article américain hier où il disait que c'était le principal opposant au libéralisme, au néolibéralisme en Europe, tu vois. Et Bah, c'est c'est vrai sûr. qu'en fait, c'est celui qui pèse le plus dans toute l'Europe, ce qui n'est quand même pas rien, quoi. Bref, on va voir du coup sa réaction avec Chris. Chris qui est expert en France Insoumise, en Jean-Luc Mélenchon et tout ça, c'est notre expert sur la chaîne, et donc il va nous donner un peu son avis par rapport à ça. Comment ça va, Chris? Bah ça va, c'est bien hein, cette histoire de 10 septembre là qui monte un peu et le fait que Mélenchon en parle, on va voir ce qu'il en dit parce qu'il prend une position très tactique comme on peut s'attendre de sa part. Je rebondis sur ce que tu disais sur le fait que Mélenchon soit le principal opposant au libéralisme. Je fais un peu de pub pour Position Revue. Les copains seront contents, mais on avait traduit des articles, notamment nos entretiens avec Stefano Palombarini, justement qui analysait la force antilibérale de gauche qu'était Mélenchon et qui était traduit dans le grand magazine de gauche radicale aux États-Unis, dans Jacobin. Donc si vous aimez lire en anglais, vous pouvez lire dans Jacobin les articles de Position. Parce Et qu'il y a vraiment des gens qui vont lire des articles disponibles en français, qui vont aller les lire en anglais traduits dans peut-être on a Jacobin, des gens alors qu'ils sont anglophones. français. Peut-être on a des gens anglophones, tu sais, qui se font chier à lire du français, tu vois, alors qu'en fait, il faudrait lire directement. Enfin, Ouais, c'est ça, mais, les gars, ils s'informent qu'en anglais, sauf pour Position Review. mais je dis ça, c'est surtout pour montrer que bah, même nous, ça nous avait surpris en fait qu'on ait vu ça. Et les Américains s'intéressent effectivement vraiment beaucoup depuis 2022, notamment à la figure de Mélenchon, qui est très iconoclaste en Europe. Personne n'a réussi ce qu'a fait Mélenchon, c'est-à-dire de partir d'une aile gauche de la social-démocratie ou du social-libéralisme. Hein. Tout le monde a tenté justement de prendre ces gros partis installés de gauche par la gauche et d'être plus fort. Il y a eu l'expérience Die Linke en Allemagne avec Oskar Lafontaine qui était un peu le modèle de Mélenchon. Ils sont restés minoritaires. Il y a Sarah Wagenknecht là, qui essaye de justement reprendre le truc, mais ça fonctionne pas. En Italie, il n'y a rien eu du tout. Il y a eu du mouvement populiste avec le 5 étoiles, ça n'a pas marché. Podemos avait une vraie dynamique. Ça a aussi inspiré beaucoup des gens de l'AFI, c'est 2015, hein, Podemos. En plus, Podemos, tu sais, du mouvement du 15M, mouvement des indignés de place en Espagne. Pareil, ça a échoué. Donc, Ouais, on voit. alors ça a échoué. Ils se sont quand même fait bien baiser par le truc judiciaro médiatique. Hein. Après, il n'y a pas que ça, mais je veux dire, Par les le mecs, lawfare, etc. Mais, par le lawfare, c'était un enfer. Iglesias, en Espagne, a subi des campagnes de diffamation avec des médias de gauche, hein, des médias de gauche, main dans la main, avec des flics véreux et avec des juges véreux qui instrumentalisaient en fait des fausses accusations. C'est-à-dire qu'il y avait des accusations portées par un flic véreux. Le juge, qui n'aurait jamais dû prendre l'affaire, prenait l'affaire en disant si, il y a quelque chose. Et pendant 3 ans, tu avais les médias qui disaient bah, Iglesias, il cache de l'argent, je sais pas où et tout. Alors qu'en fait, c'était des conneries. Mais une fois que tu es sali comme ça, c'est très compliqué de t'en défaire. Et c'est pour ça que la stratégie de la France Insoumise, je pense, et notamment de Mélenchon, a très bien analysé ça. Il ne rentre jamais dans les polémiques. Dès qu'on le traite d'antisémite, il commence pas à s'excuser comme a fait un peu Corbyn, où tu commences à donner un petit peu ça, et puis à la fin tu te fais prendre tout le bras, parce que comme tu as commencé à dire que tu avais tort sur un truc, les mecs ils continuent à te grailler en fait là-dessus et à tout te prendre quoi. Et Mélenchon au milieu de tout ça, alors il est peut-être aussi dans un pays qui est le pays classique de la lutte des classes, comme dirait Marx, mais il est peut-être dans un pays particulier on va dire, mais en tout cas il a réussi quelque chose que les autres n'ont pas réussi, c'est-à-dire à être à 20 mois de l'élection présidentielle à 17% dans les sondages. 17% dans les sondages pour Mélenchon à 20 mois, je pense que la prophétie du Saint graphique va être réalisée. Mais... C'est énorme. Podemos a aussi fait des erreurs politiques hein, que n'a pas fait la FI, c'est-à-dire qu'ils se sont alliés par exemple au PSOE alors qu'ils étaient plus petits et ils se sont fait aussi bouffer. Et typiquement, il y a aussi des scissions entre la stratégie de Iglesias et de Inigo Errejón. Inigo Errejón, grand ami de Chantal Mouffe et qui était sur le populisme et qui a fondé ensuite son propre parti, là, Mas País, sur du populisme ni droite ni gauche et qui n'a pas fonctionné et puis qui pour moi était une erreur tactique. Enfin, moi je suis un adversaire de Inigo Errejón depuis longtemps, mais j'ai rencontré, ouais, mais il y a eu une expérience qui a réussi, qui a pris le pouvoir dans cette logique-là, c'était Syriza.
Tu vois, Tsipras, quoi. C'est le seul qui a réussi et qui a échoué ensuite, hein, parce que Tsipras est devenu vraiment un social-libéral, enfin un libéral d'ailleurs, maintenant il ne reste plus que ça. Mais ça a été la seule Syriza dans un contexte grec, etc. Mais À ce Mélenchon, sujet, d'ailleurs, vous pouvez aller voir l'entretien sur la chaîne de Position Revue où il y a vraiment un entretien avec Stathis Kouvelakis, donc qui était ouais, aussi dans l'aile gauche de Syriza et qui parle un petit peu de tout ça, qui revient sur l'expérience grecque. on l'avait Avec fait. à la fois toute l'analyse qu'on lui connaît, mais en plus de ça, il a son caractère, en plus d'être théoricien, là, il est vraiment militant dans le truc, quoi. Voilà, il avait été très proche de ça et on avait fait justement, c'était juste avant le premier tour de 2022, un grand entretien avec Statis sur l'hypothèse Mélenchon et les risques auxquels Mélenchon ferait face s'il était élu. On n'est pas passé loin. Donc voilà, donc c'est très intéressant et ça fait une introduction par rapport à ce qu'on va voir là dans sa tactique parce que Mélenchon, il a traversé un peu tous les potentiels tactiques que tous ces partis-là ont essayé. Tu vois, par exemple, Die Linke a voulu vraiment rester à gauche, c'était un peu le début du PG. Et puis Podemos, eux, ils sont tout de suite allés très vite et c'était un peu l'erreur, trop vers le populisme et le ni droite ni gauche, ça n'a pas marché. Et LFI a su garder une espèce d'espace populiste tout en restant ancré à gauche et c'est ça qui à mon sens fait la force de Mélenchon et comment il s'est installé et il devient un modèle et typiquement tu vois Corbyn qui justement lui ils ont 10 ans de retard, hein. Moi c'est mon analyse hein, que le UK a 10 ans de retard sur les élections voire 15 ans, là ils viennent d'élire Macron avec Kersteimer hein, tu vois mais là Corbyn sort du parti travailliste, il lance son parti et il salue Jean-Luc Mélenchon et il le montre comme un modèle, c'est vraiment quelqu'un de très important dans le monde occidental comme force de rupture avec le néolibéralisme. Ouais. Et donc du coup, ce Jean-Luc, il nous a parlé un petit peu du 10 septembre. Vous êtes sûrement au courant, on a déjà parlé sur la chaîne. Si vous n'êtes pas au courant, allez voir les capsules là-dessus. Le 10 septembre, il y a un mouvement qui est appelé, notamment par des anciens réseaux un peu gilets jaunes, mais pas que, avec des syndicats même qui commencent à s'y intéresser. J'ai vu l'UD-CGT 59, donc du Nord, qui a appelé à la mobilisation ce jour-là. On espère que ça va être suivi plus largement par les syndicats, Le Nord, notamment la CGT, toujours quoi. la CGT du Nord, toujours les gars sûrs, quoi, hein, surtout. Bah, le CGT du Nord, ils sont sur tous les sujets. devant la cellule de Georges Ibrahim Abdallah pour sa libération. Ils sont là le 10 septembre. Ouais. Franchement, les gens qui critiquent C'est l'avant-garde. les gens qui critiquent la CGT, vous regardez la CGT du Nord et puis vous vous demandez si vous avez déjà fait ne serait-ce que la moitié de ce qu'ils font. Puis après, vous les regardez dans les yeux, quoi. Vous asseyez à leur table. Ouais. Bref, du coup, on va voir un peu ce qu'il nous raconte sur son blog. La date du 10 septembre engendre une agitation remarquée sur les réseaux sociaux comme rendez-vous de mobilisation pour tout bloquer à la rentrée. Cette sensibilité exprime un état nouveau de l'opinion en plein été. La résignation ne prime plus seulement. C'est vrai que d'habitude, été, on parle plus politique. Même, tu vois, l'an dernier, j'avais fait une pause. Alors, j'étais tout seul sur la chaîne et tout. Et puis, j'avais aussi mon mémoire de M2 à terminer. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Mais j'avais fait une pause l'été. Et en même temps, il se passait pas grand-chose, tu vois. Il y avait eu les élections législatives. Les gens parlaient plus énormément de politique. Alors que là, avec le 10 septembre, les gens sont déjà en train de préparer la rentrée sociale, tu vois. Et ça, ça veut dire qu'on est en ébullition quand même. Ah bah là, on va faire un petit passe dé à nos gens qui sont un peu anti-électoralistes, tu vois. Effectivement, les législatives de l'année dernière, 2024, et la victoire, enfin moi je dis que c'est pas une victoire, c'est une victoire à la Pyrrhus, quoi. C'est une demi-défaite, voilà, du NFP, le fait qu'il soit premier, et toute l'attente de est-ce qu'il va nommer Lucie Castet, il faut que le NFP choisisse, etc., effectivement, avait éteint le mouvement social parce que tout le monde était dans l'attente peut-être qu'il y ait un premier ministre de gauche Bah oui. et de se dire ah bah en fait on n'a rien à faire maintenant qu'ils ont voilà il va y avoir un premier ministre de gauche et il va y avoir un programme qui va s'appliquer. Mais là on voit justement effectivement c'est un problème que des victoires ou des demi-victoires entraînent justement une extinction du mouvement social. Normalement on n'en sait rien, hein, tu vois, mais rétrospectivement, s'il y avait eu des mouvements de blocage, de grève, etc., juste après que le NFP soit premier, peut-être que ça aurait poussé Macron à nommer quelqu'un, un ministre de gauche ou faire quelque chose. Là, on voit bien que quand ça se jouait justement que dans des logiques parlementaristes, électoralistes, bah, clairement, ça endort tout le monde, quoi. Voilà. Bah, clairement. Et cela commence par un retournement de température sociale. De nombreux insoumis y participent, comme j'en ai été saisi. Ça, c'est marrant, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on avait avant avec le centralisme démocratique. Genre, t'avais des mecs qui choisissaient et tu disais aux militants ce qu'ils font. Là, le gars est saisi que ces militants sont en train de faire un truc, tu sais. Ça, c'est la force de l'AFI. Le côté gazeux, en fait, hein, ça bouge un peu partout. Et puis, les ingénieurs de la tête de l'AFI sont là pour voir où les particules s'agitent dans le mouvement gazeux le plus vite. Et puis, voilà, c'est intéressant.
Mais cette initiative, comme celle des Gilets jaunes en son temps, se construit en dehors de tout cadre politique ou syndical. Si elle trouve une dynamique, ce sera par elle-même. Et comme pour les Gilets jaunes, si je dois donner mon avis, je dirais que je me reconnais dans les motifs de cette action. Mais je n'en dirai pas davantage par respect pour l'indépendance et l'autonomie de ce mouvement, dont les motivations sont pleinement justifiées. J'y insiste, l'indépendance et l'autonomie d'un mouvement social de cette nature ne sont pas des inconvénients, mais la condition de son succès. Je pense qu'il n'a jamais eu autant raison. Je suis contre. Non, mais c'est vrai. Nous, on va tout faire pour aider ce mouvement. On va y participer, on peut essayer de donner des mots d'ordre, on va essayer, vous allez voir ça, de donner aussi de l'aide un peu technique, des choses comme ça. Mais la pire chose à faire, c'est d'essayer de faire une récupération de ce mouvement. Alors, soit en étant une espèce de figure comme ça qui dit, voilà, moi, c'est moi qui ai les mots d'ordre de tout le monde, soit en essayant de faire un espèce de parti ou d'espèce de conglomérat qui représenterait mieux que le mouvement que les autres. En plus de ça, moi, j'ai beaucoup plus confiance dans l'organisation d'une spontanéité populaire et qui a des vraies revendications et tout, sociales, anti-autoritaristes, plutôt que dans les mots d'ordre, même d'un parti comme la France Insoumise ou d'autres partis. Hein. C'est pas pour viser la France Insoumise particulièrement, mais je veux dire, je préfère les soviets à la France Insoumise, on va dire. Et les soviets, c'est quoi? C'est des gens qui s'organisent entre eux parce que c'est eux qui sont le sujet révolutionnaire, tu vois. Clairement, moi je suis 100% d'accord aussi. Nous, la brèche, voilà, on y sera, il n'y a pas de souci. Mais nous, on n'est pas un débouché politique, tu vois. On n'est pas un débouché politique qui cherche à profiter de ça, tu vois. Oui. Allez-y, participez en tant qu'insoumis, allez-y. Mais c'est pas à Jean-Luc Mélenchon de dire le débouché politique de votre colère, c'est de voter France Insoumise. Et c'est ça qu'il essaie de dire. Et c'est ça son autonomie. Le débouché. Et ne serait-ce que pour, au-delà de la vérité fondamentale de ce fait-là, mais c'est que en fait, le temps politique, c'est-à-dire le temps où des gens qui s'organisent pour monter un programme et aller chercher des électeurs pour adhérer à ce programme et voter pour eux, n'a rien à voir avec le temps de la contestation sociale. Là, si vraiment il y a un mouvement social le 10 septembre, en 2 jours, il va s'écouler 20 semaines de campagne électorale. Si demain le pays est bloqué pendant 3 jours, vous allez voir que c'est comme s'il y avait une campagne électorale sur des sujets politiques qui équivaut à 6 mois de campagne politique. Parce que, comment dire, les gens seront pris dans un autre quotidien, dans un quotidien beaucoup plus radical, révolutionnaire, de remise en question fondamentale de la société, et pas simplement de « Ah, il y a les élections dans 5 semaines, il faudrait que je regarde les programmes qui m'intéressent le plus ». Enfin, ce genre de... J'allais dire ce genre de conneries, c'est pas des conneries, mais je veux dire ce genre de truc un petit peu Puis, tiède, quoi. Voilà. tu le vois dans les groupes, hein, dans les groupes du 10 septembre, mais il y a de la conscience qui s'élève pour tout le monde, tu vois. Moi, j'ai vu des gens dire ouais, on va aller manifester devant la mairie, et j'ai vu des gens dire non, ça sert à rien de manifester devant la mairie, il faut bloquer les grands axes. Tu vois, une pensée, tu vois, de on bloque la production, comment est-ce qu'on fait? Et là, t'es loin des conneries de Juan Branco, de il faut prendre la préfecture avec des fourches, et puis c'est ça la révolution, tu vois. C'est ça. C'est pas du tout ça le rapport de force, et en fait, les masses l'ont compris, et c'est pour ça qu'il faut s'écarter. Et là, je t'accrois de Branco, je sais que dans les commentaires, ça va rager, parce qu'il y a des gens qui aiment Juan Branco, notamment, même dans la sphère gilet jaune et tout ça, mais il faut vraiment s'écarter d'avoir des espèces de personnes qui se croient être un peu hommes providentiels et qui vont dire comment est-ce qu'on fait. Non, c'est pas ça. Les gens vont réfléchir et vont trouver le meilleur moyen d'engager un rapport de force avec les gens qui nous gouvernent et les gens qui nous exploitent, tu vois. Et ça, c'est très, très matériel et spontanément, tout le monde le sait, tu vois. Évidemment, quand tu bloques une raffinerie, bah, tu crées un rapport de force avec des gens et que tu peux obtenir des revendications, tu vois. Alors que si tu occupes la mairie de Bourg-en-Bresse, on va juste envoyer l'armée, c'est tout ce qui va se passer, tu vois. Pour ça, moi, j'aime pas trop opposer, on vient de le faire, mais les élections avec les mouvements sociaux. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes dans une activité, quand vous êtes dans l'activité de vous préparer à élire quelqu'un, même si c'est une présidentielle, tu vois, c'est pas une question de nature, c'est une question de degré. Vous êtes dans l'activité politique à 16 degrés, quoi. Quand vous êtes dans l'activité de blocage, de tenir un piquet, de tenir un blocus, etc., bah, vous êtes dans l'activité à 200 ou 300 degrés, quoi. Voilà, et donc tout va plus vite, tout est plus chaud, et c'est pas une question de lequel est le préférable à l'autre, c'est juste une question d'intensité, et effectivement, les choses bougent plus vite quand l'intensité est plus rapide, quoi. Donc on va pas faire en sorte de dire, bah oui, effectivement, pour monter à 200 degrés, à un moment donné, il faut passer à 15, 16, 17, 20, 100, etc. Là, mais là, on voit que le 10 septembre est capable de monter très vite. Et dans ce cas-là, Mélenchon, ce qu'il vient de dire, je vais reprendre son truc, quand il dit de parler d'efficacité, je garde mon analogie, ce serait faire refroidir le mouvement que de le ramener justement
à un débouché politique, électoraliste, etc. Parce que de toute façon, vous verrez, nous on en parle souvent, mais le 10 septembre, s'il y a vraiment quelque chose qui se passe, et le 11 et le 12 et le 13, vous allez voir à quel point le programme de l'AFI va vous paraître de droite par rapport à ce qui va émerger comme logique, hein. Si des gens arrivent à bloquer leurs usines, à bloquer le pays, à faire une grève générale, vous allez voir à quel point, et même Mélenchon le sait, hein, les mesures, on va dire, progressives, pas à pas réformistes, etc., parce que justement, la société est froide ou tiède dans ces conditions-là. Alors, si ça se réchauffe, vous allez voir que ça va faire exploser tout ça, et tant mieux. Voilà, et c'est ce que Mélenchon attend, hein. Ouais. Si elle trouve une dynamique, ce sera par elle-même. Comme pour les Gilets jaunes, si je donnais mon avis, donc je sais que je me reconnais dans les motifs de cette action. L'indépendance et l'autonomie d'un mouvement social de cette nature ne sont pas des inconvénients, mais la condition de son succès. Parce qu'en évitant de mettre en scène les divergences liées aux affiliations politiques, elle oblige à se concentrer sur des moteurs concrets, immédiats, qui fassent l'unanimité. La dynamique dans de telles situations est considérable. Dans le passé récent, on a vu en France et ailleurs comme très vite des assemblées de base apparaissent et fonctionnent comme des assemblées citoyennes, comme le firent les Gilets jaunes quand ils se sont installés sur les ronds-points. C'était un symbole qui se révéla très efficace. Dans le livre Faites mieux, je décris dans le détail les formes et les étapes que ce type de mouvement a franchi partout dans le monde à partir de ces méthodes. J'analyse le processus de transcroissance qui le conduit à s'affirmer progressivement sur des positions et dans des formes désormais assez connues. Ce qui m'intéresse là, c'est ce que nous on fait, tu sais, sur le graphique. On voit justement que l'extrême droite et Mélenchon sont dans le même espace. Et qu'est-ce qu'on rappelle quand on dit ça? On dit ils sont dans le même espace de classe, ça veut dire qu'ils ont les mêmes problèmes à résoudre. Là où on voit que Roussel est un problème, c'est que on voit qu'il est élu par des gens qui n'ont pas les mêmes problèmes que les gens qui votent en masse Mélenchon ou Marine Le Pen. Là où le temps politique un peu froid va pouvoir fabriquer des idéologies qui va les opposer, c'est-à-dire qui vont régler ça par l'égalité ou d'autres qui vont régler ça par le racisme. Et donc, séparer le problème en deux solutions. Ce que dit Mélenchon là, ce qui est très intéressant, c'est que le temps ultra chaud du problème, c'est-à-dire du logement, de la nourriture, de l'éducation, de la santé, son accélération va permettre justement de fusionner ces trucs-là. Et le projet le plus cohérent va ressortir. Et moi, je suis d'accord avec lui. Si c'est un mouvement vraiment populaire, massif qui se fait là, on verra bien, effectivement, que la séparation raciale, la hiérarchie, etc., entre les classes populaires par le débouché politique du Front National n'a aucun sens si on veut régler les problèmes immédiats. Il n'aura de sens que dans le temps politique froid dont on a parlé. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien à craindre du 10 septembre quand on est Mélenchon. Par contre, et c'est ce qu'on commence à voir, les gens qui sont de droite, du bloc central, les Nicolas là, qui commencent à parler de ce truc-là, les gens d'extrême droite, eux vont commencer à craindre ça, parce que eux ne peuvent exister que sur du temps politique froid ou tiède, qui justement leur permet de distendre le problème et le résoudre d'une manière où l'un va être servi et pas l'autre, quoi. Alors que quand vous êtes dans un piquet de grève, vous vous rendez compte que vous êtes à 10 et la solution, c'est pour les 10, hein. Bah, clairement, clairement. Et puis on l'a vu avec plein de gens. Un exemple qu'on rappelle souvent, peut-être pas cool pour elle, parce que voilà, mais c'est celui de Rachel Keke, tu sais, qui avant sa politisation partageait du Marine Le Pen et tout ça. Et puis étonnamment, dans la lutte, on se rend compte que ceux qui ont peut-être raison, c'est peut-être plus la gauche, tu vois. Et c'est justement pour ça aussi qu'il faut pas craindre d'y être en disant va y avoir des confus. Oui, il va y avoir des confus. En fait, tout le monde est confus. Même tout le monde est confus tout le temps. Mais alors tout le monde est confus d'autant plus quand on n'est pas encore très impliqué dans la vie politique et tout ça. Mais quand tu commences à te battre justement sur un piquet, dans une manif avec des camarades qui sont de tous les genres, de toutes les races, de tout ce que tu veux, là tu te rends compte qu'il y a un nous commun qui dépasse ces races et qui dépasse ces genres, et qui doit, pour dépasser ces races et dépasser ces genres, dépasser l'oppression raciale, le racisme, et dépasser les LGBT-phobies. Parce que si en fait tu jettes la trans sous le bus à côté de toi, ou le sans-papier à côté de toi, en fait il n'y aura aucune solution collective, et tu vas rien obtenir de tes revendications, quoi. C'est ça. Et paradoxalement, c'est ce nous là, c'est-à-dire concentré sur ces problèmes matériels, situé dans un espace de classe, comme dirait Marx un petit peu, qui est un mouvement d'abolition de la race, du genre, enfin de toutes ces assignations qui justement tendent à le séparer. C'est vraiment cette activité-là. Et cette activité-là, effectivement, elle se fait que quand les gens sont très actifs. Tu parlais de Rachel Keke, mais on peut parler par exemple des Gilets jaunes. Moi, je pense que les Gilets jaunes ont été un mouvement fondamental, j'allais dire de gauchisation, c'est peut-être pas le mot, mais de progressisation des consciences. Voilà, ça a beaucoup plus fait passer des gens
plutôt à droite, plutôt apolitique, etc. Parce que c'était un mouvement qui démarrait avec vraiment tout ça et beaucoup plus que le 10 septembre, à gauche que l'inverse. Personne n'était de gauche et est devenu d'extrême droite à cause des Gilets jaunes. Enfin, ce mouvement-là n'existe pas, quoi. Ouais, ouais. Et tu parlais là d'abolition du genre et de la race. Je sais qu'il y en a qui vont rager en commentaire, dire oui, abolition du genre. En fait, le problème, c'est qu'il y a une espèce de double sens. Quand on parle de ça ou d'abolition de la race, ça veut pas dire que demain, il y aura plus d'ethnies et de cultures différentes, même de couleurs de peau différentes et tout ça. On parle d'abolition d'un système de domination qui dit, selon les races, il y en a qui vont avoir moins, il y en a qui vont avoir plus, il y en a qui sont supérieurs à d'autres. Et pareil avec le genre. Ça n'empêchera pas demain que vous soyez une femme trans ou je sais pas trop quoi. Par contre, le fait d'être une femme trans ne sera pas, si on dépasse ce qu'on appelle dépasser le genre, on va dire, ou l'oppression de genre, si vous voulez, ne sera pas plus dominé que d'être un homme cis, quoi. C'est ça qu'on vise. Ça ne vous empêchera pas de vous vivre en tant que femme trans. C'est pas le souci. Ouais, et puis c'est même justement de se considérer que ces identités individuelles, ces particularismes individuels ne seront plus, comme tu l'as dit, des structures de hiérarchie sociale et de privilèges sociaux. C'est ça, quand on parle d'abolition, c'est pas d'abolir les caractères, d'abolir les particularités. Au contraire. Et d'ailleurs, au contraire, c'est un moyen d'en fabriquer beaucoup plus, d'être beaucoup plus émancipateur. C'est de se dire qu'elle serait beaucoup moins stéréotypée, beaucoup moins concentrée sur certains et pas sur d'autres, etc. Donc c'est plutôt fabriquer encore plus de possibilités d'émancipation et de particularisme. Ouais, carrément, ouais. Donc, la première de ces étapes, donc de ce qu'il appelle lui la transcroissance, donc c'est Il aime bien mouvement d'assemblée citoyenne. Voilà. Il aime bien comme ça. La première de ces étapes est le moment où le mouvement s'auto-désigne comme le peuple, refusant toute étiquette particulière. Ah, ça, c'est Jean-Luc. Puis il passe à une étape destituante que l'on nomme dégagiste, selon le mot désormais inscrit au dictionnaire. Avec un mot d'ordre comme tout bloqué, on comprend qu'est déjà affirmé une certaine volonté et direction d'action à l'œuvre. Alors tout bloqué, alors je suis pas forcément d'accord. Tout bloqué, c'est pas juste dégagiste. Moi je trouve qu'il y a vachement plus de conscience de classe dans tout bloqué que dans Macron destitution. Parce que tout bloqué, il y a un caractère quand même vachement plus centré sur la production. Hein. C'est là où Mélenchon est un filou. Tu vois, c'est-à-dire qu'il dit, moi, il a raison, hein, je récupère pas, etc. Il le fait. Mais il cale sa grille de lecture dessus, alors que, enfin, moi, j'y mettrais une autre grille. Et là, tu viens de le dire, totalement différente. Je pense que bloquer tout, on arrête tout, on grève, etc., est un mot d'ordre bien plus radical et matérialiste que stop à Bayrou ou même stop à Macron. Voilà. Non, mais là où en plus de ça, c'est vraiment un mot d'ordre de classe et pas un mot d'ordre populiste, c'est que les Nicolas ont dit ah bah non, mais tout bloqué, on peut pas, c'est un jour on travaille et tout, parce que tous les petits bourgeois, du coup, se sont retrouvés dans une situation où ils n'ont pas pu se reconnaître dans tout bloqué un mercredi. Exactement. Tout bloqué un mercredi ne parle qu'au salariat généralisé, qu'au prolétariat. Tout bloqué un mercredi ne parle pas à machin qui est restaurateur et qui exploite des gens. Parce qu'en fait, si tu bloques tout, tu bloques son restaurant et son profit. Donc, encore une fois, c'est aussi la force de Mélenchon aussi d'utiliser le mot peuple qui peut être ultra polysémique. Et du coup, il va dire oui, mais je suis d'accord avec vous, le peuple, c'est le prolétariat, machin. Mais en fait, le lendemain, il va dire que le peuple, ça inclut aussi le garagiste et le restaurateur. Et on ne sait pas trop comment il l'utilise. Mais voilà, c'est intelligent et fin de sa part, mais je pense qu'il abuse un petit peu. Ben oui, et puis, alors il y a deux espaces pour Mélenchon. Il y a un espace très opérationnel, tactique, très limité, justement, pour pas s'exclure en termes de base électorale, tu vois. Il sait que le prolétariat généralisé, même on va dire plus largement, ce qu'on dit, le monde du travail, est hétérogène, et donc il est obligé. Et puis là, quand même, le peuple, pour lui, c'est vraiment quelque chose. Et là, on peut rejoindre une analyse un petit peu plus fine, et sur lequel moi, je peux être d'accord avec lui. L'absence de conscience de classe crée justement une vision un peu... alors maintenant, il dit pas populiste, il dit peupliste, Mélenchon. On l'a vu émerger dans le nous contre le eux, les 99% contre les 1%, le haut contre le bas, tu vois ce que... Et ça, c'est... pour moi, c'est une forme d'expression de crise politique sans justement la compréhension des rapports de production. Voilà. Et ce grand moment de l'histoire française et de l'histoire de l'humanité, si on va par là, c'est la Révolution française. La Révolution française est un énorme moment de conscience et de crise politique. On passe d'un régime à un autre, mais il n'y a aucune ou très peu d'interrogations sur le mode de production. Et pour une raison simple que Marx nous enseigne. Parce qu'en fait, la classe qui a fait la Révolution, la bourgeoisie, avait déjà en main l'appareil économique sous sa main. Elle n'a fait que transformer le mouvement politique. Et parler du rapport économique, ça aurait été montrer
son exploitation et sa déjà suprématie sur le bas du Oui. tiers-État, etc. C'est pour ça que la surpolitisation de la Révolution française, pour nous marxistes et pour nous communistes, c'est aussi de ne pas montrer, comme dirait Marx, les soubassements, les fondations du système matériel. Et ben nous, on ne doit pas arriver là-dessus. Justement, Marx nous dit, là où la bourgeoisie a su capter d'abord le pouvoir économique et ensuite garder le pouvoir politique, le prolétariat devra faire l'inverse. Effectivement, le prolétariat, lui, peut bloquer, peut faire grève, peut faire arrêter l'appareil de production. Pourquoi ? Parce que c'est le prolétariat qui tient l'appareil de production, qui a les mains dessus. Mais la bourgeoisie, elle, le possède. Voilà. Et seule le prise de pouvoir politique pourra faire en sorte que cette possession disparaisse, quoi. Et là où la bourgeoisie le possédait déjà en termes de droits, de propriété, etc., elle avait juste pas le rapport politique adéquat sous le féodalisme. Donc ça, c'est très intéressant parce que quand il vient faire ça, eh ben, il fait ce que toi, tu vois, pas du qui te saute un peu là, tu dis, dis donc, tu parles pas assez de classe, mon Jean-Luc, quoi, tu vois, mais c'est exactement ça, parce que Il est entre les deux, et c'est pour ça que tu disais, il arrive à la fois à être, tu disais qu'il avait un positionnement intelligent par rapport aux autres à l'échelle européenne, c'est-à-dire qu'il est à la fois de gauche et à la fois populiste. Et son peuple, il lui permet ça. Parce ça, que la là, voilà, des fois, quand il y a besoin d'être populiste, peuple, ça veut dire le peuple. Et puis parfois, je te dis, il y a une interview là où il dit, ouais, mais petite bourgeoisie, c'est pas dans peuple, en gros, tu vois. C'est génial parce que du coup, il arrive à un peu bidouiller comme ça en sentant le moment. Oui, aujourd'hui, c'est aussi notre faute, nous communistes, hein, on n'est pas assez organisés aujourd'hui. Et la conscience de classe, c'est pas assez haute. La conscience de classe, encore une fois, elle va pas venir comme ça par magie. Il faut des militants, il faut de la syndicalisation, il faut des gens qui sont dans des partis et qui travaillent la conscience de classe des gens. Et c'est comme ça que notre conscience en tant que sujet révolutionnaire peut émerger. C'est pareil, quand je dis la conscience de classe, c'est pareil aussi pour la conscience de race ou de genre ou ce que vous voulez. Si à un moment donné, on vous fait pas comprendre que le viol conjugal, c'est du viol conjugal, vous allez pas le comprendre et vous allez jamais avoir une conscience en tant que femme potentiellement victime de ça, quoi. Et La conscience de classe, c'est comme, pour faire une analogie, mais c'est comme la parole ou la langue, hein. Tu connais ce sujet-là mieux que moi, mais ce sont des dispositions qui sont finies et déjà là dans chaque individu. Mais ça s'enseigne. Ça passe par une activité sociale et collective pour qu'elle progresse. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît demain est déjà, tu sais, doué de parole, même s'il ne parle pas. Mais s'il n'est pas pris dans des rapports qui vont lui enseigner ou qui vont lui transmettre par l'activité sociale, par la collectivité, il ne parlera pas. Voilà. La conscience de classe, c'est la même chose. Tout le monde est doué d'une conscience de classe, mais elle ne s'exprimera correctement que justement par cet enseignement collectif et cette activité sociale. Ouais. Et puis après, il y a des gens qui sont dans des situations où c'est plus dur pour eux d'accéder ou non. Par exemple, quand tu es un homme, c'est plus dur d'accéder à une conscience féministe. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais c'est pas forcément dans ton expérience de tous les jours que tu vas comprendre ce qui cloche, quoi. Voire même, ça va rentrer en conflit avec avec du confort que tu peux avoir, etc. Voilà. Mais comme quand je disais la parole ou l'enseignement, apprendre une langue, bien la parler, etc. C'est aussi, tu sais, quand on t'enseigne une langue, c'est aussi l'inconfort de quand quelqu'un qui vient de dire non, on dit pas vous disiez, on dit vous dites, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est t'as pas le confort de la spontanéité. C'est pareil pour la conscience de classe, oui. Et il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus évident, on va dire, parce qu'ils vivent une situation, par exemple dans la capsule qu'on a fait sur le champagne, là, tu vois que les travailleurs, les camarades sans papier, d'origine africaine et tout, ils ont une conscience de classe assez fine, parce que ils sont dans une situation aussi où tout est transparent, en fait. On te traite comme un chien, on te déshumanise, on te paie le moins possible. En fait, l'exploitation et la déshumanisation que représente la bourgeoisie, l'exploitation capitalisme et le racisme, il est évident pour ces personnes-là. Alors que pour quelqu'un qui est blanc, il est moins évident, en fait. Et il va même rationaliser le fait que ce soit normal, que ce soit comme ça, parce qu'en fait, on les aide quand même à leur tenue du travail, des choses comme ça. Enfin voilà, toutes ces conneries sont beaucoup plus distantes d'un blanc que d'un mec comme ça, quoi. T'as raison, c'est très juste. La situation matérielle pour ces gens-là fait que c'est transparent, mais aussi, et c'est le plus important à mon sens, c'est que la conscience de classe, c'est le moyen de tenir, en fait. Quand tu es dans la situation que tu viens de décrire, non seulement, effectivement, comme tu dis, tout est transparent, mais se penser comme un individu digne d'humanité, qui ne se laisse pas faire et qui dit mais moi je travaille, moi je fais les choses, etc. Je dois avoir ce salaire, vous n'avez pas le droit de me déshumaniser. Et la projection la plus fine qui va permettre de mieux équilibrer justement la vie quotidienne, etc. Et c'est ça où on voit que la conscience n'est pas simplement un réel, un état cognitif, c'est une projection, c'est comme ce qu'on appelle en marxisme la conscience possible. C'est
comment on se voit une fois libéré. Et cette projection dans le futur d'une libération possible aide à se libérer de ces chaînes aujourd'hui. Et ça, ouais, Et c'est si ces fondamental. gens-là, ils ont une telle aussi projection, c'est parce que quand tu as fait le voyage depuis l'Afrique pour venir en France, c'est parce que tu te projetais déjà au Ah, final dans un dans une avenir libération. meilleur, dans le fait d'être comme un Européen, un individu universel peut-être, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait vivre loin de la guerre, vivre de son travail, ou des choses comme ça, ce qui n'est peut-être pas possible dans le pays d'où tu viens. Et justement, oui, tu te projettes déjà, c'est des individus qui sont dans cette dynamique-là, qui va venir être cassés par l'exploitation et par le racisme et par la chasse aux migrants qu'il y a en Europe, quoi. Et donc, il y a cette contradiction qui rentre en jeu, et comme ils sont en plus de ça beaucoup dans cette situation, il y a vraiment une conscience collective qui peut naître d'autant plus facilement, quoi. Donc ces gens-là, au contraire de ce que racontent les conneries des rouges-bruns ou des droitards, c'est vraiment les gens qui peuvent avoir la conscience la plus fine, la plus révolutionnaire. C'est vraiment le sujet révolutionnaire type, en fait, en Europe et dans le monde, mais en Europe notamment. On est d'accord, et justement parce qu'ils se projettent. Si vous Et avez un parti communiste où il n'y a aucun migrant sans papier travailleur dans votre parti, en Europe, bah, c'est vraiment que vous avez raté quelque chose, quoi. C'est pas, enfin, j'ai rien contre, je veux dire, moi je suis moi-même quelqu'un qui travaille à l'hôpital public et tout, mais si vous avez que des fonctionnaires blancs, peut-être que vous ratez quand même une partie de la classe ouvrière et une partie de celle qui a le moins de privilèges et donc qui est le plus révolutionnaire. Parce que oui, quand vous êtes un fonctionnaire blanc, même si c'est compliqué d'être dans la fonction publique en ce moment et tout ça, je suis tout à fait d'accord, et ben vous avez quand même des privilèges à conserver que n'a pas le mec qui vient bosser dans le champagne là, hein. c'est ça qui est intéressant. Et tu sais, on avait fait le débat avec Anas et tout sur ce qu'avait dit Ouria Bouteja. Enfin, c'est pas ce qu'elle a dit d'ailleurs. Lordon reprend la même chose récemment sur l'extrême droite, tu sais, fait rêver, créer des affects. Mais Ouais. l'extrême droite ne fait pas rêver, justement. Et c'est là, on s'oppose frontalement. C'est justement la gauche, la transformation sociale qui fait rêver. Et l'extrême droite est là, justement, pour dire arrêtez de rêver. Oui, ce rêve est une utopie, c'est vraiment le discours de Voilà, l'extrême droite. Ce rêve est une utopie. arrêtez de rêver. Pensez plutôt au cauchemar que vous allez faire et nous, on va vous empêcher de rêver, on va vous empêcher de cauchemarder. Pensez à ce que vous avez et que vous pouvez perdre plutôt que ce que vous pouvez gagner en transformant la société. Et donc, ça, les gens nous ont dit, mais ouais, vous pensez les affects, etc. Non, il y a une opposition fondamentale entre un projet progressiste et le projet de l'extrême droite et de la réaction. C'est que justement, la réaction, elle, veut empêcher le rêve, veut empêcher la transformation, Oui. veut empêcher la projection. Elle veut se contenter du réel et de dire demain, mettre en question ce réel-là peut faire que demain sera pire. Donc elle sclérose, elle rend inactif, et c'est pour ça qu'elle fait toujours baisser le niveau d'intensité sociale. Elle déteste les grèves, elle déteste les mouvements, elle déteste tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est des fabricants justement de rêves qu'elle ne veut pas. Ce qui m'avait le plus choqué dans la phrase de Bouteja, c'est quand elle avait dit « l'extrême droite fait rêver ». Je dis non, l'extrême droite ne fait jamais rêver. À aucun moment de l'histoire, elle n'a fait rêver. Elle mobilise simplement justement le fait de ne pas rêver, de cauchemarder et de se contenter du réel pour ne jamais penser à un demain meilleur qui serait trop dangereux pour elle. Voilà. Mais d'ailleurs, allez, si vous voulez juste pas rentrer dans ce débat juste par la théorie, allez parler à des gens qui votent RN. Je veux dire, moi, je viens de localités où ça vote massivement RN. Le prolo qui vote RN, ce qu'il te dit, c'est toi, tu lui parles de la CGT, de machin, il te dit non, mais ça, c'est des conneries, c'est pas possible. Et même s'il te dit ouais, moi, j'aimerais bien, tu vois, enfin, moi, je suis d'accord avec toi, le communisme, ce serait bien, mais c'est pas possible, les goulags, les 100 millions de morts, et puis de toute façon, les politiciens tous pourris, ils trahissent. Moi, je vais faire mon bise en bossant plus que d'autres, en m'achetant ma petite baraque, et c'est tout ce qu'il veut, tu vois. Et vraiment, le gars qui vote RN, il ne rêve pas. Il est dans la croyance que le changement social n'est pas possible, et qu'il n'y a qu'en travaillant dur que lui, il va peut-être pouvoir mettre un peu sa famille à l'abri. Et du coup, comme lui, il travaille dur, ben, il devient ultra validiste, c'est-à-dire, ouais, ben, il y en a qui bossent pas. Il devient raciste, c'est-à-dire, il y en a qui bossent pas et qui profitent des allocs ou je sais pas trop quoi. Et en France, quand on bosse, de toute façon, on touche rien, alors que je connais je sais pas qui gagne 3000 balles par mois avec la CAF ou je sais pas quoi, fait des conneries, quoi. C'est vraiment ça, quelqu'un qui vote RN. Allez parler à des gens qui votent RN, vous verrez ce qu'ils vous diront. Il vous dira pas, je rêve d'une France éternelle avec blanche. Non, mais jamais t'as quelqu'un qui dit ça. Il te dit, la gauche c'est bien, mais ce n'est pas possible. C'est ça qu'il te dit. Ouais, c'est ça. Et leur racisme n'est qu'une forme de réalisme de la pénurie, de la nécessité justement de la hiérarchie, parce que justement ce côté libéral, chacun se débrouille, etc., oblige à la hiérarchie. Et là, effectivement, bah, les formes d'ordre symbolique hiérarchique, la race, le mérite, l'héritage, etc., tout ça, ce sont des trucs qui vont être, comment dire,
efficient à ce niveau-là, rationnel à ce niveau-là. Mais si ça marchait bien aussi, c'est parce que le rêve s'est transformé en cauchemar. On leur a vendu le projet européen, les délocalisations, le néolibéralisme par le rêve, en leur disant ce sera bien mieux, vous verrez, passer à l'euro, ce sera bien mieux, ça se passera bien mieux. C'est ce qu'on leur a dit. On leur a dit qu'ils étaient réactionnaires en fait s'ils étaient contre l'euro. Il y a eu un discours qui a été instrumentalisé, que dénoncent pour le coup des mecs comme Kluskar et tout, un discours un peu faussement progressiste comme ça, où on a fait croire aux gens que le progrès humain, c'était le néolibéralisme, c'était le capitalisme, c'était l'impérialisme. Et eux, au bout du compte, ils disent en fait, je paye ma baguette 10 fois plus qu'avant, blabla. Avant, on pouvait vivre plus ou moins bien sur mon salaire. Maintenant, on n'arrive pas à finir les fins de mois et tout. Et votre rêve, c'est de la merde. Et c'est des gens, des fois, qui vont même croire que Macron est de gauche, enfin, qui vont associer tout ce truc-là. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'ils disent le rêve est impossible. Parce que pour eux, le rêve, c'est Glucksmann, Macron, Hollande, tu vois. C'est la soumission à la réalité. Et c'est pour ça aussi que les libéraux pensent, tu sais, toujours le pragmatisme. Toutes les fondations mythologiques du libéralisme, qui est un cauchemar, c'est la soumission au réel, l'ultra-rationalité, etc. Et l'anthropologie négative, l'homme est mauvais en soi, donc il est égoïste. Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, etc. C'est un monde qui tue le rêve, quoi, le monde libéral. Et l'extrême droite et la bourgeoisie, pour ça, sont les meilleurs. Je vais finir là-dessus, mais là, on voit la différence avec un Mélenchon. Son slogan de 2022, un autre monde est possible. Tu vois. Jamais l'extrême droite pourrait avoir un slogan tel que celui-ci. Ça ne parlerait pas, justement, à des gens d'extrême droite. Un autre monde est possible. Tu vois. Rien que pour ça, quelqu'un qui est... Et même un macroniste, tu vois, pour eux, c'est un truc qui n'a aucun sens. Alors que et c'est ce qui anime, justement, tous les gens ultra-progressistes, communistes, etc., c'est de penser qu'un autre monde est possible. Et si le communisme a été si fort à un moment donné, c'est aussi parce qu'un autre monde n'était même pas seulement possible. De l'autre côté, à l'Est, il était faisable et en train d'être réalisé. Donc, c'est important. Ouais, d'ailleurs, ça fait penser au texte de Lénine sur le rêve. C'est ce texte-là dans Que faire où il raconte qu'il faut rêver, justement. Et c'est marrant parce que souvent, les gens ils prennent Lénine pour une espèce de pragmatique, froid et tout, qui justement ne voudrait pas qu'on rêve parce qu'il faut que ce soit un truc très rigide et bureaucratique et tout. Et en fait, dans Que faire, il écrit ce texte qui est magnifique. Il dit il faut rêver. J'écris ces mots et tout à coup j'ai peur. Je me vois siégeant au congrès d'unification avec en face de moi les rédacteurs et collaborateurs du Rabotchi Diello. Et voilà que le camarade Martinov se lève et, menaçant, m'adresse la parole. Permettez, une rédaction autonome a-t-elle encore le droit de rêver sans avoir à en référer au comité du parti? Puis c'est le camarade Krzyzewski qui se dresse et, approfondissant philosophiquement le camarade Martinov, lequel a depuis longtemps approfondi le camarade Plekhanov, continue, plus menaçant encore. J'irai plus loin. Je vous demande, un marxiste a-t-il en général le droit de rêver? S'il n'a pas oublié que, d'après Marx, l'humanité s'assigne toujours des tâches réalisables et que la tactique est le processus d'accroissement des tâches du parti qui croissent en même temps que lui. La seule idée que ces questions menaçantes me donnent le frisson, et je ne pense qu'à une chose, où me cacher. Essayons de nous retrancher derrière Pissareff. Il y a des accords et des accords, écrivait Pissareff. Au sujet du désaccord entre le rêve et la réalité, mon rêve peut dépasser le cours naturel des événements, ou bien il peut donner un coup de barre dans une direction où le cours naturel des événements ne peut jamais conduire. Dans le premier cas, le rêve ne fait aucun tort. Il peut même soutenir et renforcer l'énergie du travailleur. Rien dans de tels rêves ne peut pervertir ou paralyser la force de travail, bien au contraire, si l'homme était complètement dépourvu de la faculté de rêver, ainsi, s'il ne pouvait de temps à autre devancer le présent et contempler en imagination le tableau entièrement achevé de l'œuvre qui s'ébauche entre ses mains, je ne saurais décidément me représenter quel mobile ferait entreprendre à l'homme et mener à bien de vastes et fatigants travaux dans l'art, la science, la vie et la pratique. Le désaccord entre le rêve et la réalité n'a rien de nocif si toutefois l'homme qui rêve croit sérieusement à son rêve, s'il observe attentivement la vie, compare ses observations à ses châteaux en Espagne et d'une façon générale travaille consciencieusement à la réalisation de son rêve. Lorsqu'il y a contact entre le rêve et la vie, tout est pour le mieux. Des rêves de cette sorte, il y en a malheureusement trop peu dans notre mouvement, et la faute en est surtout aux représentants de la critique légale et du suivisme illégal qui se targuent de leur pondération, de leur sens du concret. C'est magnifique, quoi. Il explique que si tu rêves pas, si t'as pas de projection justement dans la tâche accomplie, tu fais rien. Et en même temps, nous c'est pareil, hein, si on fait des heures et des heures de militantisme par semaine et qu'on se donne à notre juste, je veux dire, on n'est pas Lénine, hein, mais à notre maximum, tu vois. Des fois c'est un peu chiant, des fois il faut faire les choses et tout. Et même tu le dis même par rapport à la lecture. Des fois la lecture c'est pas marrant. Des fois c'est une tâche comme ça que t'as besoin de faire pour essayer de comprendre le monde et agir au mieux. Mais si tu n'entrevois pas un monde nouveau, un monde plus égalitaire, quelque chose que tu veux faire advenir, ça vaut pas le coup, tu vois. C'est la catégorie du possible. Là, clairement. Clairement. Là, on est en 1900, au début du XXe siècle, quand c'est donc faire, quoi.
cette idée de conscience possible, c'est Lukács qui la mettra en avant en 1923, quasiment 20 ans plus tard. Mais c'est ça. Quand Pissarev parle de rêve et quand Lénine parle de rêve, c'est ce dont on a parlé précédemment ou dans d'autres capsules. C'est la catégorie du possible. Voilà. Et l'extrême droite ne fait jamais ça parce que justement l'extrême droite ne demande jamais aux gens de faire des efforts sur un truc à advenir qui serait... Non, ils disent soit l'effort est obligatoire, there is no alternative. Donc ils te demandent pas de rêver, ils te disent en fait c'est ça parce que sinon ce serait pire. Donc pour éviter le cauchemar, il faut que tu fasses ça. Soit ils te donnent des trucs qui sont des intérêts directs à toi et pas à d'autres, tu vois. Mais jamais de la vie ils vont te dire pour faire la révolution, je sais pas trop quoi, conservatrice, il faut que tu te sacrifies pour la cause, tu vois. Ça n'arrive jamais, tu vois. C'est la réaction. C'est vraiment l'Élysée, par exemple, notre camarade Lydie là qui avait écrit un article sur l'écofascisme. La réaction, c'est toujours la soumission au réel, au naturel, au matérialisme vulgaire, tu vois. La dimension du possible, du rêve, du réalisable, du changement, de la projection, ce sont des choses qui lui échappent fondamentalement. Croire que justement les masses ont adhéré au fascisme par le rêve ou par la volonté, etc., est une absolue mécompréhension des mécanismes psychologiques, mais bon, Reich et sa charlatanerie, on a compris qu'il avait rien compris aux mécanismes psychologiques, mais même au sujet collectif, justement. Il ne rêve qu'au mieux, quoi. Il ne rêve qu'au mieux. Donc les masses n'ont même pas adhéré au fascisme, et ça c'est une autre question. Non mais Chapoutot le dit bien, les masses n'ont pas été, notamment les masses ouvrières, massivement pour le fascisme, c'est pas vrai. Mais... En plus, méfiez-vous des gens qui ont une fascination pour le réel, qui vous disent l'adversaire, la réaction fait rêver, ça c'est pas possible, les gens n'y croient pas, etc. À la fin, c'est pas ce qui nous aide à gagner. Et c'est ce que vient de nous dire Lénine, hein. Mais, des rêves, mais moi ça me fait il y en a penser, trop peu. ça va lui faire plaisir, je vais faire un parallèle entre notre camarade Anas Kazib et Lénine. Mais Anas, alors je sais pas si on l'avait mis dans l'interview, mais à un moment donné, il m'avait dit, quand on avait tourné cette longue interview, on avait 5h40 de rush et tout, et il m'avait dit, mais tu sais, moi si je fais ça aussi, c'est pour mes enfants, tu vois. Enfin, t'as un truc qui te dépasse. Enfin, je veux dire, lui, il serait peut-être plus simple pour lui d'être juste cheminot, de faire son truc, et puis dès qu'il peut prendre sa retraite, de prendre sa retraite, et voilà, tu vois. Mais non, il y a un rêve, il y a un truc où tu te dis, ouais, c'est pas normal que le monde soit comme ça, et j'aimerais que le monde soit meilleur pour mes enfants, pour ma famille, pour d'autres gens. Et je me bats pour ça, et je me sacrifie pour ça. Et si Anas, il se prend des pressions par la direction, il se prend des procès en apologie du terrorisme, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est un peu héroïque aussi dans sa manière de lutter. Et s'il fait ça, c'est pour quelque chose, tu vois. En plus, ce qui est fondamental de ce monde meilleur, de ce autre monde possible dans l'histoire, qui est un rêve, etc., il parle par rapport aux enfants. Mais ça veut dire quoi quand tu parles par rapport aux enfants, ou si vous n'en avez pas, aux générations futures, ça peut être une projection. C'est de se dire, ce monde-là mérite d'exister, même quand j'y serai plus. Tu vois, ce nous, il n'est pas simplement un nous unificateur du moment présent. C'est aussi un nous, c'est-à-dire une représentation d'un collectif dans lequel mon individu ne sera plus là, mais qui sera encore là et qui devra mieux vivre. Ça, c'est magnifique, tu vois. C'est sublime. C'est ce qui fait la force, justement, de l'humanisme, en fait. C'est de se penser, pas simplement comme héritier, mais aussi, demain, comme enfant du monde présent et avec une nécessité d'avoir un monde meilleur. Ouais. Bon, l'unique objectif sur le terrain pour nous dans de telles situations est de se mettre au service de l'action, de son élargissement et de sa cohésion, nous dit Jean-Luc Mélenchon, dans tous ses aspects, donc de son autonomie qui est la condition de son enracinement. La phase destituante d'un tel mouvement peut parfaitement fonctionner et aboutir si le gouvernement est pris en tenaille entre ce mouvement et la motion de censure que nous avons proposé de déposer à l'Assemblée. Cette fois-ci, le syndicalisme salarial voudra sans doute appuyer ce mouvement social s'il a lieu. Comme on a parlé notamment avec la CGT du Nord, mais je pense qu'il y a beaucoup de CGT qui vont suivre. En déposant un préavis de grève de longue portée à partir de septembre, Force ouvrière a donné un signal d'implication dans la rentrée sociale assez vigoureux. Mais là encore, l'autonomie doit rester la règle. Si cette action s'engage, la nôtre aussi, comme mouvement politique, cela doit s'entendre. C'est toujours le truc de la théorie de Mélenchon. Il dit ouais, moi je m'implique pas dans les syndicats, mais ils n'ont pas à me dicter quoi faire. Parce qu'on se souvient que pendant la réforme des retraites, eux ils avaient bloqué l'Assemblée, les syndicats avaient ragé, et puis Mélenchon il avait dit ouais, mais nous on dit pas aux syndicats ce qu'ils doivent faire, en tout cas nous on fait ça, et c'est notre stratégie. Ça peut s'entendre et ça s'entend notamment quand les syndicats sont un peu traîtres.
Moi, que Mélenchon fasse ça quand les syndicats font un peu de la merde, pourquoi pas. Mais moi, je pense qu'à terme, ce serait bien qu'il y ait une cohésion entre les syndicats et les partis et que les deux s'entendent pour être le plus révolutionnaire possible. En tout cas, on n'est pas forcément dans ce monde-là Ça. et la stratégie de Mélenchon est probablement la meilleure aujourd'hui, mais devrait être dépassée si on veut aller plus loin. Là, aujourd'hui, effectivement, on voit que dans une situation où on manque d'unité concrète du salariat généralisé, voilà. Donc, effectivement, ce que dit Mélenchon, il a raison. Chacun fait ce qu'il peut. Voilà. Chacun fait son maximum de possibilités. Chacun maximise ses possibilités. Et lui, il dit, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de faire le maximum de ce qu'on peut, c'est de faire en sorte de faire tomber Bayrou, voire plus loin, voilà. Et ben, faites-vous le maximum. Et c'est là où on a peut-être fait une digression là, tout à l'heure sur Lénine, mais je pense que Mélenchon adorerait ça, justement, lui qui adore ça, justement, parler de la vie, parler du rêve, voilà. C'est là où Mélenchon, justement, est profondément de gauche et humaniste. C'est qu'il dit, mais nous, on fait notre truc de notre côté. Vous, les syndicats, les gens dans la rue qui vont bloquer, faites votre truc de votre côté. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Tu vois, il sait que cette agitation sociale, cette volonté collective de transformer la société débouchera sur du positif. Pas un optimisme, c'est ce que disait Gramsci, l'optimisme de la volonté, quoi. Ouais, et puis c'est ce que disait Goldman quand il parle de foi, tu vois. Il y a une foi là-dedans. Mais réellement, et c'est pour ça qu'il y a toute une... Le fidéisme, marxisme, moi Non, mais c'est pour ça qu'il y a une spiritualité à penser à un monde futur, une transcendance par le collectif et tout ça. C'est loin de l'individualisme bourgeois qui pense l'individu comme une monade qui se suffit à lui-même et qui doit tuer Dieu pour surpasser Dieu de manière individuelle. C'est pas ça. Mais Quoi. tu sais qu'on nous le reproche d'ailleurs, quand on est face à Post Majorum ou des machins. Les gens nous reprochent, mais vous avez trop foi en l'humanité ou trop foi en l'histoire. Tu sais, c'est ce qu'on reproche. En la nature humaine. Vous oubliez la nature humaine. Vous oubliez que l'homme est un loup pour l'homme. Ou alors vous êtes téléologue, vous avez trop foi en l'histoire. Tu vois, les déterministes, là, les matérialistes vulgaires. Mais oui, traitez-nous de fidéistes, voilà, marxistes. Il n'y a pas de problème. On assume jusqu'au bout parce que c'est ce qui nous anime. Donc, ce qui sonne comme des insultes dans vos bouches sonne comme des compliments dans nos oreilles. Ouais, et puis il y a des textes là-dessus, on digresse totalement, mais sur le rapport. Alors moi je connais mieux le christianisme, mais j'imagine que c'est pareil pour d'autres religions. Mais entre les martyrs chrétiens et puis, tu vois, des textes d'Engels sur les premiers socialistes chrétiens et tout. Et quand tu vois aujourd'hui des gens se sacrifier pour des causes, aller se battre contre l'impérialisme, moi je pense aux camarades par exemple de la Jeune Garde qui étaient allés se battre contre Daesh, tu vois. Enfin, t'imagines au niveau de déter et de croyance en l'humanité qu'il faut pour mettre ta vie en danger, pour aller dans un combat qui, entre guillemets, ne te concerne pas directement. Tu vois, quand tu es en France et tout, tu pourrais très bien faire la sourde oreille. Non, tu y vas pour essayer justement de faire advenir un monde meilleur, quoi. Et il y a un rapport aussi avec les révoltes d'esclaves sous l'Empire romain, chrétiens, qui ont justement essayé ou Thomas Munzer, je sais pas si tu as lu ces textes-là de Marx, même, je crois que Kautsky aussi en parle. Thomas Munzer, c'était un prédicateur chrétien pendant les révoltes paysannes allemandes. Et Marx, Engels, etc., en ont fait une figure absolument révolutionnaire, tu vois, alors que c'était un prédicateur chrétien, tu vois, dans une autre époque. Mais Thomas Munzer est vu par eux comme un très grand révolutionnaire, comme on pourrait voir aujourd'hui chez nous Lénine, quoi, voilà. Donc ils ont ce sens-là aussi. Ouais, et même et même quand on voit Georges Abdallah qui, quand il sort de prison, qu'il arrive au Liban et qu'il interpelle les musulmans, tu vois, en tant que musulman. Non, il est chrétien, Georges Ibrahim. Oui, il est chrétien, mais il interpelle les musulmans. Il interpelle les musulmans et il dit voilà, vous dites que vous n'avez pas fait de péché, quoi, mais à côté de vous, il y a des milliers d'enfants qui meurent. Il interpelle une conscience qui est une conscience de foi religieuse pour prôner quelque chose de très progressiste et de très humaniste, tu vois. Il y a plein de gens qui se battent parfois, tu vois, dans ces régions-là du monde. Ça ne les empêche pas de se battre de manière parfois... juste ou même si c'est la foi qui va les guider et que nous on aurait le même combat qu'eux en ayant des causalités qui seraient athées par exemple, tu vois. C'est une médiation dans la réalité, ce qu'on disait tout à l'heure, la conscience de classe, la conscience possible permet aux individus d'orienter leur vie. Il y a un très grand film là-dessus, il était une fois la Révolution de Sergio Leone, vous verrez, il y a irlandais, etc., d'autres marxistes et tout. Et vous voyez en fait que les idéologies, qu'elles soient là, religieuses, politiques, etc., sont assez secondaires parce qu'elles se rejoignent dans le même projet de l'humanité, dans le même projet révolutionnaire, quoi. Et cette vision du monde-là,
oui, la foi peut être effectivement la médiation la plus, comment dire, progressiste possible dans certaines configurations historiques, là où la conscience de classe voilà, pourrait être très conservatrice ou réactionnaire dans d'autres configurations. Voilà, enfin, c'est la tâche du marxisme de toujours interroger les choses dans leur réalité historique concrète, dans l'analyse concrète de la situation concrète, et de ne jamais parler du principe que quand vous parlez de classe, vous êtes progressiste, quand vous parlez de religion, vous êtes fondamentalement réactionnaire. Il y a des gens qui parlent de classe, je voudrais pas vivre dans le même monde qu'eux, tu vois. Bah ouais. Voilà. Et justement, des fois, il y a inversement, des systèmes des gens idéologiques qui sont verrouillés par la réaction, alors que c'est des systèmes idéologiques qui ont été progressistes à un moment donné. Je pense par exemple à la laïcité, tu vois. Aujourd'hui, c'est très dur de revendiquer la laïcité sans être islamophobe, tu vois, en France. C'est possible, hein, mais le truc est tellement dévoyé et tellement instrumentalisé H24 par des conservateurs que ça devient très compliqué. Alors qu'au contraire, politiquement, quel musulman en France mobilise l'islam de manière réactionnaire politiquement, tu vois? Ça n'existe quasiment pas, tu vois. Enfin, il n'y a aucune parole politique réactionnaire musulmane en France, tu vois. Après, il peut y avoir des prédicateurs ou je ne sais quoi, tu vois, qui parlent à 60 pélos dans un endroit, tu vois, mais de manière massive, c'est-à-dire significative au niveau de l'échelle française nationale, ça n'existe pas en fait, tu vois. Donc c'est quelque chose vraiment à prendre en compte dans la manière dont on analyse les classes. Et je pense que Mélenchon justement est la preuve de l'évolution justement d'un laïcisme un petit peu peut-être plus vulgaire et peut-être plus conservateur à une époque, à quelque chose de plus matérialiste aujourd'hui dans son rapport qu'il a avec l'islam, même si ça reste quelqu'un qui le dit. Il est athée lui-même, profondément laïque, mais il comprend beaucoup mieux ces enjeux-là, quoi. Là, tu vois, quand il parle de la foi et de la révolution, tu citais Lucien Goldman, il a cette phrase, il dit la révolution, c'est l'engagement des individus dans une action qui comporte le risque, le danger d'échec, l'espoir de réussite, mais dans lequel on joue sa vie. C'est très très proche finalement d'une foi, avec ses moments de doute, avec ses moments où ça ne peut pas marcher, etc. Et lui, il le fait comme justement le pari révolutionnaire. Voilà. Ouais. Bon, on va rester sur ces jolis mots sur la foi. On a foi en le 10 septembre. C'est ça, on ne veut plus. Ouais, on ne veut de plus. Ce monde. La brèche, apôtre du 10 septembre. Non, mais voilà, nous, on participera, on essaiera d'aider au maximum. Méfiez-vous, et justement, moi, je le vois dans les groupes, les gens qui sont des élus, qui viennent dans les groupes, machin, ok, c'est des élus. Ils ont le droit de venir, évidemment, mais méfiez-vous quand même des récupérateurs et tout. C'est toujours un petit peu gênant dans ce genre de choses, et ça peut juste dégoûter, je pense, des gens qui sont un peu dégagistes, un peu anti-politiciens, de voir tout ça arriver. Donc, autant je suis absolument pour que les syndicats rejoignent, autant il ne faut pas qu'il y ait une mainmise comme ça d'un vieux monde politique qui est parfois mal vu à raison par la population sur ce mouvement-là. N'hésitez pas à aller voir la capsule là-dessus. Faites la différence entre les récupérateurs et les accélérateurs. Voilà. Parce que c'est fondamental. Enfin, on va finir par une métaphore foot. T'as le récupérateur, tu vois, qui récupère le ballon pour te la passer, et puis t'as le récupérateur qui conserve la balle, tu vois. Et là, méfiez-vous des gars qui vont conserver le ballon une fois qu'ils l'auront, quoi. Exact. Là, je suis très content. Je vais envoyer ça tout de suite à la chef. Pour une fois que c'est moi qui fais une métaphore et que toi, tu barres sur du foot, j'en suis très content. Ouais. Bon, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne Padu PADU, à la chaîne perso de Zoé, Dr-Zoé-YRT, à aller voir l'entretien avec Statis Kouvelakis sur la chaîne de Position Revue. C'est un des entretiens qu'il y a sur la chaîne. On pourrait d'ailleurs en refaire des entretiens sur cette chaîne, un de ces quatre, ça pourrait être cool. On va y penser, ouais. Allez voir le site de Position Revue pour voir les derniers articles. Allez voir nos Twitter, Insta, TikTok et tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut.